PM. Donc aujourd'hui, on a effectivement 5 présentations, dont 2 présentations de 15 minutes, puis 3 blitz, c'est-à-dire des présentations de maximum 3 minutes. Donc on va commencer tout de suite avec la première présentation de 15 minutes, donc, qui va être présentée par Marie Caillot du laboratoire de Sylvie Belleville avec le titre Effet des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer sur le profil des personnes avec déclin cognitif subjectif, une étude de la cohorte CIMAQ. Marie, est-ce que tu as la possibilité de partager ton écran? Parfait, c'est bon. Et donc, tu as 15 minutes, donc jusqu'à midi 20 pour ta présentation. Ok. Bonjour à tous. Je vais donc vous parler aujourd'hui du profil mnésique des personnes avec déclin cognitif subjectif et des facteurs qui vont prédire au mieux la variabilité au sein de ce groupe. Donc, c'est donc une étude de la cohorte CIMAQ. Donc, on sait maintenant depuis plusieurs années qu'il existe un continuum de déclin cognitif qui va mener à la maladie d'Alzheimer. Donc, on a tout d'abord les stades précliniques qui vont précéder en fait la déficience cognitive légère, qu'on appelle le TCL, et la démence Alzheimer. Donc, dans ces stades précliniques, en fait, on va englober tout le spectre des personnes âgées qui sont asymptomatiques, mais qui peuvent avoir des biomarqueurs positifs de la MA, ou encore des personnes qui vont ressentir un déclin subtil, mais qui ne s'apparentent pas au vieillissement normal, mais qui pour autant ne répondent pas encore aux critères du TCL. Donc ces sujets, les derniers dont on vient de parler, c'est ceux qu'on appelle dans le concept du déclin cognitif subjectif ou DCS. Donc ce que l'on sait de ce concept, c'est que on peut le considérer comme une phase préclinique de la MA. Ce sont des sujets qui vont avoir une plainte de leur mémoire, mais malgré tout, les performances cognitives restent pour le moment dans la norme. On a plusieurs difficultés quant à la caractérisation de ces individus pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est une classification qui est relativement récente. Donc, pour le moment, dans la littérature, on n'a pas véritablement de consensus sur cette population. Et aussi, c'est une population qu'on dit très hétérogène. Donc, ça veut dire que sur un groupe complet de DCS, on n'est pas garanti à 100% que ce soit des sujets qui sont dans le prodrome de la maladie d'Alzheimer. Ça peut être également une autre cause de type une autre maladie neurodégénérative ou bien une dépression ou autre. Et la dernière chose qui nous complique la caractérisation, c'est que c'est une progression qui est lente, donc qui peut se passer parfois des années avant l'apparition des premiers symptômes. Et donc, c'est assez difficile de savoir si elles sont effectivement DCS ou autres. Donc, ce qui va constituer un défi, et donc notre problématique de recherche ici, c'est que donc, cette difficulté de caractérisation, c'est un défi pour la recherche, mais aussi pour la clinique. Et donc, nous, notre objectif, c'est de mieux caractériser cette population, notamment à travers l'analyse de certains facteurs spécifiques de la MA qu'on connaît à travers la littérature. Et donc, dans le but de permettre une identification précoce de ces sujets DCS qui soient en phase prodromique de la maladie d'Alzheimer et donc à distinguer de ceux qui seraient DCS mais pas liés à l'Alzheimer. Et donc, tout ça dans le but de proposer une prise en charge qui soit la plus précoce possible afin d'augmenter l'efficacité, une prise en charge pharmacologique ou non. Donc pour cela, on a choisi d'étudier justement ces facteurs qui peuvent être fortement associés au syndrome de la maladie d'Alzheimer et qui peuvent éventuellement nous aider à mieux caractériser ce concept. Donc on propose ici 4 facteurs majeurs, notamment le marqueur neurodégénératif du volume hippocampique, qui est un marqueur essentiel dans la maladie d'Alzheimer. On sait déjà que la perte hippocampique elle est plus importante à la fois dans le TCL et dans la maladie d'Alzheimer par rapport au vieillissement normal. Et depuis quelque temps, on commence à avoir des études qui proposent que ce serait également le cas pour le groupe DCS. Ensuite, on a aussi un marqueur génétique, celui de la POE4. Donc ça, c'est le risque génétique majeur de l'AMA. Et on sait que les porteurs de cette anomalie vont avoir un risque supérieur de présenter des anomalies des protéines qui sont très fortement associées à l'Alzheimer, donc amyloïdes et tau. Et ils vont également avoir un risque supérieur de conversion vers le TCL et vers la maladie d'Alzheimer.
Ensuite, on peut parler également de la plainte mnésique. On sait que, par exemple, chez les TCL, on va avoir davantage de plaintes de troubles de la mémoire par rapport à une population âgée qui est en bonne santé. Et ce qui est intéressant, c'est que l'anosognosie dont on peut parler des fois, qui est donc ne pas avoir conscience de ces troubles cognitifs, par exemple, elle va être plus caractéristique des personnes qui sont déjà au stade de démence de l'AMA, mais pas forcément avant, donc au stade de TCL ou en phase préclinique. Et enfin, on peut parler du facteur de réserve cognitive. Donc la réserve cognitive, c'est tout ce qu'on a, ça va être le niveau d'éducation, ses activités professionnelles, etc. Et on sait que des hauts niveaux de réserve cognitive vont être des facteurs qui vont pouvoir protéger contre les premières manifestations de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, donc à travers ces 4 facteurs qui ont été largement décrits dans la littérature pour leur lien étroit dans le développement de la maladie d'Alzheimer, on a formulé une hypothèse que ces facteurs devraient contribuer à prédire la variabilité des performances de mémoire que l'on peut retrouver au sein du prodrome de la MA et particulièrement au sein du groupe DCS. Donc, afin de valider notre hypothèse, on a de 126 personnes âgées qui étaient recrutées au sein du consortium québécois d'identification précoce de la maladie d'Alzheimer, donc CIMAQ. Donc CIMAQ, c'est donc ce consortium qui a permis de recruter 290 personnes qui ont réalisé toute une batterie avec à la fois une évaluation clinique, neuropsychologique, des examens d'imagerie, neurobiologique, etc. Et donc, à travers les critères d'inclusion de CIMAQ, on a pu, pour notre étude, avoir les données de 67 sujets identifiés comme DCS, 29 TCL et 30 sujets contrôle cognitivement sains, qu'on appellera ici CS. Et donc, on a alors réalisé un modèle statistique, plus précisément un modèle de régression sur l'ensemble du spectre, donc allant des sujets contrôle au DCS jusqu'au TCL, mais aussi et surtout au sein de notre groupe DCS. Et donc, on a alors, à travers nos 4 facteurs dont je vous ai parlé précédemment, on les a identifiés comme notre variable indépendante pour savoir un petit peu est-ce que ces 4 facteurs pouvaient prédire la variabilité sur une variable dépendante qui est, dans notre cas, la performance mnésique. Donc, rapidement, concernant les aspects un petit peu méthodologiques, les mesures qu'on a utilisées pour chacun de ces 4 facteurs, c'est donc pour l'hippocampe, on a transformé nos volumes hippocampiques en Z-score à partir de données normatives qu'on a ajustées à la fois pour l'âge, pour le sexe, pour le volume intracrânien, etc. Pour la POE, l'ensemble de nos participants recevaient un génotypage pour la POE4 et on considérait les participants comme porteurs s'ils avaient au moins un allèle de la POE4. Ensuite, concernant l'évaluation de la plainte, on a utilisé un questionnaire d'auto-évaluation de la mémoire, le QAM. Donc, dans sa version originale, on a un total de 64 questions et on a utilisé ici un QAM abrégé avec 10 questions évaluant 2 domaines mnésiques. Et enfin, pour le score de la réserve, on a utilisé un questionnaire qui évaluait différentes variables associées à la réserve cognitive, comme le niveau de scolarité, l'occupation professionnelle, les activités à la retraite, le bénévolat, etc. Concernant maintenant notre variable dépendante de performance mnésique, on a utilisé le test d'association nom-visage. Donc, il s'agit d'une épreuve de mémoire associative où on demande on présente des visages et des noms aux participants dans une phase d'encodage et on leur demande de se souvenir de l'association entre les noms et les visages. Et ensuite, avec un rappel immédiat puis différé à 20 minutes, on demande au sujet de se rappeler quel nom était associé à chaque visage. Nous, on a utilisé ici le rappel différé. Et pourquoi est-ce qu'on a sélectionné cette épreuve en particulier pour notre variable dépendante? C'est que déjà, selon la littérature, c'est une épreuve qui est considérée comme très sensible pour le diagnostic précoce de la MA et notamment chez les TCL.
Et aussi, c'est une épreuve qui est spécifique pour l'évaluation du type de mémoire que l'on souhaitait évaluer et qui représente en quelque sorte un défi parce que l'encodage ne peut pas reposer sur des éléments sémantiques, par exemple. Donc, pour nos résultats, donc, sur l'ensemble du spectre, lorsqu'on a analysé nos 4 facteurs, l'impact de nos 4 facteurs sur la variabilité de nos performances mnésiques, on obtient que en fait, cette variabilité des performances est expliquée par 3 de nos facteurs, à savoir le volume hippocampique, la plainte mnésique et la réserve cognitive. En revanche, quand on s'est intéressé spécifiquement au groupe DCS, on a constaté qu'un seul de nos facteurs expliquait significativement cette variabilité, et c'était le volume hippocampique. Donc, pour aller un petit peu plus loin, on a tenté une analyse exploratoire afin d'illustrer un petit peu l'impact de ce facteur principal, qui est le volume hippocampique. Et donc, on a proposé de séparer notre groupe de DCS en 2 sous-groupes d'après justement ce volume hippocampique. Donc, on a eu les DCS-, qui ont finalement un Z-score hippocampique qui est équivalent à la population normative, et les DCS+, qui, eux, se différencient parce qu'ils ont un Z-score hippocampique à au moins -1 écart type de la population normative. On a ensuite comparé nos 4 groupes lors de l'évaluation neuropsychologique globale qui est proposée lors du protocole CIMAQ. Donc, nos 4 groupes, les contrôles, les DCS-, les DCS+, et les MCI. Et on s'est rendu compte, donc sans trop de surprise, que les performances des TCL étaient significativement inférieures aux DCS- et aux contrôles sur la majorité de nos épreuves, qu'elles soient mnésiques, mais aussi du fonctionnement exécutif. Mais ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est qu'on n'a pas retrouvé en revanche de différence significative entre les TCL et les DCS+, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, mais que les DCS+, étaient significativement inférieurs à la fois au sujet contrôle et au DCS- pour le test de non-visage qui est particulièrement sensible, donc les différences qu'on peut voir sur la gauche. Donc, pour résumer, notre volume hippocampique ainsi que les facteurs de plainte et de réserve, ça nous semble être des facteurs prometteurs. En tout cas, ils expliquent bien la variabilité des performances mnésiques que l'on peut retrouver sur l'ensemble du prodrome. Et un autre point qui nous intéresse beaucoup dans cette étude, c'est qu'on a retrouvé une combinaison entre le DCS et l'atrophie hippocampique. Ça nous permet d'enrichir la caractérisation de ce groupe en identifiant des personnes qui peuvent peut-être être plus à risque ou en tout cas davantage proches des TCL et ainsi de limiter ce qu'on pourrait appeler les faux positifs. Donc en gros, les sujets qui seraient labellisés DCS mais qui ne feraient pas vraiment partie du prodrome Alzheimer. Et enfin, ça nous paraît intéressant d'utiliser ces marqueurs-là dans la classification d'un éventuel sous-groupe DCS+, comme j'ai pu vous présenter à la diapositive précédente. On a aussi remarqué que le marqueur génétique de l'ApoE4 n'était pas contributif à notre modèle. Et enfin, il serait intéressant d'apporter donc une dimension longitudinale afin de peut-être constater l'évolution des participants de notre groupe DCS à distance de l'évaluation initiale. Et donc, pour conclure, ce qu'on peut dire de cette étude, c'est qu'il est donc important d'identifier des facteurs qui peuvent prédire ces performances cognitives et mnésiques et d'être en mesure ainsi de proposer par la suite des critères plus précis qui pourraient nous permettre d'identifier une sous-population DCS qui semblerait davantage refléter l'AMA prodromique et donc identifier des sujets qui seraient davantage à risque de convertir vers le TCL ou l'AMA. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie. Donc, vraiment à temps, parce qu'il est 12h19, donc ça a pris exactement 15 minutes, en fait 14 minutes, parfait. Donc, on a maintenant 5 minutes de questions pour Marie. Alors, je vais regarder, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Je trouve pas la main levée pour moi, mais dans mon écran, mais j'ai une question, moi, si tu me permets, Anne. Oui, vas-y. Donc, c'est Pierre Rainville. Oui.
Ben, d'abord, merci Marie, c'est vraiment un super projet, très, très stimulant, je pense. On cherche tous à aller de plus en plus tôt dans la capacité de prédire le déclin cognitif. Euh, Ma question concerne les aspects, les facteurs confondants. Tu as mentionné au tout début, par exemple, la dépression. On sait aussi que le stress peut avoir un effet, donc les hormones de stress, les glucocorticoïdes qui vont aussi avoir un impact sur la santé ou le volume de l'hippocampe. Est-ce que dans vos modèles d'analyse de régression, vous avez prévu tester des modèles qui incluraient ces facteurs-là comme variables confondantes qui pourraient peut-être, en les incluant, améliorer votre modèle prédictif? Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, j'ai présenté ça, mais c'est vrai moi, j'ai déjà commencé à tester plusieurs autres variables qui pouvaient influencer. Alors, le stress, pas forcément, mais j'ai déjà testé un peu la dépression et éventuellement les problèmes de sommeil, etc. Et donc, dans l'idéal, il faudrait prendre en compte effectivement d'autres variables si on voulait un petit peu préciser le modèle, ça pourrait être très intéressant. Merci. OK, merci pour cette question. Alors, pour tous les autres, si vous voyez pas la main levée non plus, vous pouvez, si vous voulez pas prendre la parole, vous pouvez aussi écrire votre question soit dans le Q&A, soit dans la boîte de conversation qui est en bas à droite de l'écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je viens dans la liste des spectateurs, Benjamin Boller qui a la main levée. Ah, parfait. Vas-y, Benjamin. Bonjour. Bonjour Tan, bonjour Marie, merci pour cette belle présentation. J'étais intéressée de savoir, est-ce que tu as regardé d'autres aspects au niveau de la volumétrie? Tu as pris notamment ici le volume des hippocampes, mais est-ce que tu as regardé avec d'autres structures dans le cerveau ou par exemple de quantifier le niveau d'atrophie? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Non, pour le moment, j'ai regardé que avec les Z-scores hippocampiques parce que ça faisait un petit peu la suite d'une étude qu'on avait déjà réalisée dans l'équipe de Sylvie Belleville, où on s'était servi de ce marqueur-là et donc on savait que c'était un petit peu robuste pour le prodrome avec à la fois les DCS et les TCL. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant de regarder avec d'autres régions ou de regarder plus largement dans le lobe temporal. Mais pour le moment, on a testé que sur les hippocampes. Ok, merci. Encore bravo pour ce travail. Merci. Merci Benjamin. D'ailleurs, pour rebondir sur cette question-là, la volumétrie hippocampique, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais est-ce que ça a été fait de manière automatique, manuelle, semi-automatique? Comment est-ce que vous avez procédé? Ça a été fait sur FreeSurfer. Non, je ne l'ai pas mentionné mais du coup, alors ça a été fait par l'équipe de Québec de Simon Duchesne et Olivier Potvin. Mais alors du coup, oui, je ne sais pas exactement si c'est fait de manière semi-automatique. Je sais qu'il corrige pour de nombreux paramètres, mais notamment le volume intracrânien, le sexe, l'âge, le type de scanner, etc. Mais je ne sais pas exactement. Je sais que c'est fait sur FreeSurfer, mais à mon avis, je sais pas, je ne pourrais pas te dire à 100% si c'est fait de manière automatique ou manuelle. OK. OK. C'est pas grave, mais je pense que ce serait important à Ouais, savoir parce que c'est sûr que si c'est manuel, ça demande beaucoup, beaucoup de temps de traitement. OK, bah écoute, est-ce qu'il y a encore une question? On a encore temps pour une question si jamais une autre personne veut poser une question. OK, non, ça paraît être le cas. Donc, merci beaucoup Marie pour cette très belle présentation et ce travail très intéressant. Alors maintenant, on va passer à la deuxième présentation qui est un Blitz. Donc, le présentateur est Cindy Louis Delzoin du laboratoire de Jacqueline Rousseau, qui va nous parler de la fidélité interexaminateur, de l'évaluation à domicile, de l'interaction personne-environnement
version cognitive et nous présenter en fait le protocole de recherche. Donc, Cindy, est-ce que tu es avec nous? OK, parfait. Je vais faire le partage d'écran. Je vais juste... Est-ce que tout le monde voit mon écran? Parfait. Vas-y. OK. Donc, bonjour. Voici mon protocole de recherche à la maîtrise portant sur la fidélité interexaminateur de l'étude version cognitive. Hop. Donc, 17,2% des personnes au Canada sont des aînés, donc des personnes âgées de au moins 65 ans, et parmi eux, plus de 402 000 ont une démence, et donc ce qui représente 7,1% des Canadiens. Donc, au Québec, 96% des aînés vivent seuls à domicile, ce qui nous emmène à nous intéresser au maintien à domicile. Le vieillissement s'accompagne d'une perte d'autonomie, surtout pour les personnes qui ont un trouble cognitif. Et dans le fond, pour les aînés ayant une démence, l'environnement domiciliaire est amené à évoluer pour favoriser un meilleur fonctionnement. Donc, il existe peu d'instruments d'évaluation validés s'intéressant à l'interaction entre les aînés et leur environnement domiciliaire, les aînés ayant une démence, dans un contexte de maintien à domicile. Donc, les instruments disponibles sont peu holistiques et approfondissent peu l'interaction personne-environnement. En pratique, plusieurs méthodes d'évaluation utilisées ne permettent pas d'examiner adéquatement les capacités fonctionnelles. Pourtant, on connaît l'importance clinique d'une évaluation écologique et holistique des aînés ayant une démence. Donc, tous ces éléments appuient la pertinence pratique et scientifique de continuer le développement de l'étude version cognitive. Donc, le cadre conceptuel de l'étude est le modèle de compétences et l'étude version cognitive basée sur ce modèle est administrée à l'aîné et son proche aidant à domicile. L'objectif général de l'étude est de tester la fidélité interexaminateur de l'étude version cognitive et l'hypothèse alternative est que la concordance entre les scores obtenus à l'étude version cognitive par deux évaluateurs n'est pas attribuable au hasard. Une recherche de développement suivant une approche quantitative sera conduite basée sur la théorie classique de la mesure. La variable indépendante est l'étude version cognitive et les variables indépendantes sont les évaluateurs et le contexte. La population cible est la clientèle visée par l'instrument, donc les aînés ayant des troubles cognitifs et leurs proches aidants. La population à l'étude cible la démence et les participants seront recrutés à Montréal, donc l'échantillon inclura 30 dyades aînés proches aidants et la taille d'échantillon est calculée selon une puissance de test de 0,8. Donc, le recrutement sera fait selon des critères d'inclusion concernant l'âge, la langue, le diagnostic et l'habitation. L'instrument d'évaluation est l'étude version cognitive et deux évaluateurs formés administreront simultanément l'évaluation à chaque dyade de manière indépendante. Les méthodes de collecte de données sont l'entrevue, l'observation et la mise en situation. Donc, comme vous pouvez voir au tableau 1, les données ordinales obtenues par les deux évaluateurs seront analysées avec le coefficient kappa en utilisant le logiciel SPSS. Les coefficients kappa obtenus seront présentés dans un tableau et interprétés selon l'échelle Landish et Koch. Et concernant l'hypothèse, dans les conditions de l'étude, un coefficient kappa de 0,3 et plus permet de rejeter l'hypothèse nulle. Donc, l'impact de l'étude est de combler le manque d'instruments d'évaluation écologique et validés pour favoriser le maintien à domicile des aînés ayant une démence vivant à domicile et de proposer un instrument d'évaluation novateur s'intéressant à l'interaction personne-environnement. Les perspectives de l'étude sont de mieux comprendre les enjeux environnementaux vécus par les aînés ayant une démence et, avec une analyse de l'interaction personne-environnement, de proposer des interventions personnalisées axées davantage sur l'environnement non humain. Donc, pour finir, je remercie les organismes subventionnaires pour leur soutien financier et vous pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Merci Cindy. Donc tu as bien respecté le temps, on est à 3 minutes. On a maintenant juste 1 ou 2 minutes maximum pour des questions. Est-ce que quelqu'un veut lever la main ou taper sa question? Je vais me permettre encore de lancer
la période de discussion. Cindy, merci pour la présentation. C'est tout un défi, l'évaluation à domicile, donc bravo, c'est un travail important. Pourrais-tu revenir à les variables dépendantes et indépendantes? J'étais plus certain, qu'est-ce que tu manipulais, puis qu'est-ce que tu évaluais? Dans le fond, on évalue la fidélité interexaminateur de l'équipe version cognitive. Donc, la variable dépendante qu'on ne manipule pas, c'est l'instrument, dans le fond. Et au niveau des variables dépendantes, c'est au niveau des évaluateurs, donc par la formation, la standardisation de l'évaluation et le contexte, dans le fond, vu que ça va varier selon chaque dealer. Et combien d'évaluateurs participent à l'étude? 2 évaluateurs. 2 évaluateurs. Donc, c'est une comparaison. Donc, le CAPA est basé sur la concordance entre les 2 évaluateurs. Exactement, oui. C'est bon. Merci. De rien. Je vois une question. Combien de temps est requis pour le passage de l'EDIP? Doit-on être dans le domicile pour le faire? Pardon? Je n'ai pas entendu. Combien de temps est requis pour le passage de l'EDIP? Doit-on être dans le domicile pour le faire? Oui, donc comme j'ai mentionné, l'évaluation se fait à domicile et dans le fond, ça se fait sur 3 séances à domicile. Puis en tout, l'évaluation peut prendre jusqu'à 5 heures, comprenant les 3 rencontres à domicile. Parfait. Très bien, merci. Donc, je pense qu'on doit, à moins qu'il y ait encore une dernière question, sinon on va passer à la suivante. Non, pas d'autres questions. Merci Cindy pour cette présentation et bonne chance pour le projet. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à une nouvelle présentation de 15 minutes, faite cette fois-ci par Benoît Jobin du laboratoire de Johannes Frassinelli et Benjamin Boller. Donc, Benoît va nous présenter sur le déclin olfactif dans le décours de la maladie d'Alzheimer, un potentiel marqueur précoce de l'atrophie cérébrale associée à la maladie. Une revue systématique. La parole est à toi, Benoît. Parfait. Ben, salut tout le monde. Moi, c'est Benoît. Je suis dirigé par Jonas Frassinelli et Benjamin Bollard, que vous connaissez bien, que j'aime. Puis, dans le fond, moi, je m'intéresse aussi aux marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Puis, pour cette revue-là, je vais vous présenter, dans le fond, une revue que j'ai faite pour comparer le volume des structures liées au traitement olfactif dans le décours de la maladie d'Alzheimer. Donc, un peu comme Marie, tantôt, je vais vous présenter la progression de la maladie. En fait, là, la maladie d'Alzheimer, ça n'apparaît pas du jour au lendemain, hein, c'est progressif. C'est pas comme Netflix où est-ce qu'on a une série au complet d'un coup. C'est plus comme les téléromans sur TVA ou Radio-Canada. C'est un petit peu par petit peu. Puis, ça débute avec une phase préclinique qui est le déclin cognitif subjectif. Donc, à ce stade-là, c'est rare qu'il y ait des différences significatives entre le vieillissement normal puis les patients en déclin cognitif subjectif au niveau des tests neuropsy. En fait, le symptôme qui est plus marquant, là, ça se traduit par des plaintes ou des inquiétudes à propos du déclin cognitif, justement. C'est pour ça qu'on dit qu'il est subjectif. Ça va être au stade de TCL, donc de trouble cognitif léger, que là, les différences vont se faire remarquer entre le vieillissement normal et le TCL au niveau du déclin cognitif. Par contre, à ce stade-là, les patients maintiennent leur autonomie. C'est vraiment au stade de démence que là, les patients ils vont avoir de la difficulté à conduire leur voiture, se faire à manger, etc. Puis la problématique avec la maladie d'Alzheimer, comme Marie l'expliquait un peu, c'est que on veut trouver des signes précoces pour pouvoir prévenir le déclin de la maladie. Puis la problématique, c'est que dans le TCL puis le déclin cognitif subjectif, on est très sensible, mais on n'est pas assez spécifique. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui va être en déclin cognitif subjectif, qui va aller en démence ou même en TCL. Donc, on veut trouver d'autres marqueurs. Donc, Murphy a proposé une revue dans Nature où est-ce qu'on voyait que, premièrement, ici, on voit le stade en mauve, c'est la démence. En jaune, c'est le stade MCI. On voit qu'il y a différentes courbes. C'est différents marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Puis moi, je voulais vous parler de celui en orange, c'est les troubles olfactifs. Donc, on voit ici qui est même apparent dès les stades précliniques. C'est un bon marqueur de la maladie qu'on parle pas assez souvent.
Puis je vais faire une parenthèse pour vous expliquer un peu c'est quoi l'olfaction, là. Ben, vous doutez bien que c'est la perception des odeurs, mais on a différentes capacités olfactives. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui pourraient les deviner. On va y aller une par une. En fait, on a le seuil de perception, hein, qui est vraiment la capacité à détecter une odeur. On a aussi la discrimination olfactive, où est-ce qu'on doit distinguer une odeur qui est différente d'une autre. Donc, ici, par exemple, ben, ça serait le chat qui est différent des deux chiens. On pourrait faire la même chose avec des odeurs. On a aussi la reconnaissance olfactive. Donc, ça, c'est de reconnaître une odeur qu'on a déjà perçue. Puis, on a aussi l'identification olfactive, qui est la capacité à nommer ou lier un concept à l'odeur qu'on vient de sentir. C'est particulièrement cette capacité-là qui est atteinte et qui est un bon marqueur de la maladie d'Alzheimer. En fait, comment est-ce qu'on mesure ça? En fait, c'est avec on peut prendre, par exemple, des sniffing sticks, comme ça ici, des petits bâtonnets qui ressemblent à des crayons feutres Crayola, comme quand on était jeune, mais au lieu d'avoir de l'encre, c'est des odeurs que ça dégage. Donc, on demande à la personne de le sentir, puis on lui propose 4 choix de réponse, puis la personne doit identifier le concept lié à l'odeur qu'elle vient de percevoir. Donc, on peut voir dans cette tâche-là qu'il y a une composante qui est vraiment perceptive. Tu sais, on doit bien sentir l'odeur, tu sais, on doit bien la percevoir, mais il y a aussi une composante qui est mnésique, qui est liée à la mémoire, parce qu'on doit se rappeler ben, c'est quoi l'odeur d'une pomme, c'est quoi l'odeur d'un ananas, etc. Puis, on a peu d'infos, en fait, on sait pas si ce marqueur-là, il reflète un problème mnésique. Tu sais, est-ce que les personnes se souviennent plus c'est quoi l'odeur de la pomme, par exemple, ou c'est vraiment plus perceptif? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la création du concept olfactif quand on sent l'odeur? Tu sais, on s'est dit qu'avoir plus d'informations sur la neuroanatomie des structures liées au traitement olfactif dans la maladie d'Alzheimer, ça pourrait nous aider à répondre à ces questions-là. Puis aussi, si on peut voir des atrophies spécifiques à des régions, par exemple, du traitement olfactif dans la maladie d'Alzheimer, bien, ça pourrait être aussi un autre signe précoce qu'on pourrait ajouter à la liste qu'on a déjà découvert. Dans le fond, mon objectif, c'était de synthétiser les connaissances à propos de la volumétrie des structures liées à l'odorat dans la maladie d'Alzheimer. Puis, notre hypothèse, c'est qu'effectivement, il devrait y avoir des atrophies dans les régions liées au traitement olfactif. Ces régions-là, en fait, on s'est concentré sur le bulbe olfactif puis le cortex olfactif primaire. Donc, le bulbe olfactif, ça va être ici au tout début du cerveau. C'est vraiment la première structure qui traite l'odorat. Donc, dès qu'on sent, par exemple, une fraise, bien, l'information va passer par notre nez. Ça va être traité dès le bulbe olfactif. Lui, il va relayer l'information jusqu'au cortex olfactif primaire. Il va avoir un second traitement, puis il va souvent avoir un autre envoie l'information vers une autre région du cerveau. Donc, par exemple, si on parle de la mémoire sensorielle au niveau de l'odorat, bien, quand on va sentir une fraise, ça va passer par le bulbe olfactif, on va aller vers le cortex olfactif primaire, puis on va relayer l'information vers les hippocampes, par exemple. Puis de regarder le cortex olfactif primaire dans la maladie d'Alzheimer, ça fait du sens aussi au niveau théorique, étant donné que au début de la maladie d'Alzheimer, on sait que la pathologie s'installe surtout dans les régions entorhinales. Puis le cortex entorhinal fait partie du cortex olfactif. Puis toutes les structures olfactives, c'est limbique. C'est lié aux hippocampes, aux amygdales. C'est toutes des régions qui sont atteintes dans la maladie d'Alzheimer. Donc, ça ferait du sens qu'il y aurait des atteintes à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est une revue systématique. J'ai utilisé 2 méthodes pour trouver les articles. Premièrement, on a utilisé des mots-clés dans 4 banques de données pour trouver les articles pertinents. Mais on a aussi fait du snowballing, qui est essentiellement le fait de lire la liste des références citées dans les articles qui répondent à nos critères dans la première méthode. C'est important de faire les deux parce que quand on recherche avec les mots-clés, des fois, il y a des articles qui peuvent nous échapper, étant donné que les mots-clés ne sont pas toujours dans les abstracts. Donc, avec ces 2 méthodes-là, on s'assure d'être vraiment exhaustif. Puis, je parlais de nos critères, c'était vraiment simple. En fait, là, on voulait des études qui avaient des mesures de la volumétrie du bulbe olfactif ou du cortex olfactif via l'IRM, puis on voulait qu'il y ait un groupe contrôle de personnes âgées en santé pour comparer entre les
le volume de ces deux structures-là. Le résultat, vous allez voir, là, premièrement, c'est qu'il y en a peu de résultats. Si on se concentre au niveau du bulbe olfactif en premier, on a vu 4 études. Ça peut s'expliquer par le fait que quand on veut mesurer le bulbe olfactif via l'IRM, ça nous prend une vision, une coupe coronale qui est plutôt rarement utilisée. C'est surtout des labos en Allemagne qui utilisent cette méthode-là. Puis avec d'autres séquences qu'on utilise, souvent, on a trop d'artefacts ou même on coupe le bulbe olfactif, il n'est pas visible sur les images, ce qui fait qu'on a peu d'études. Mais les résultats qu'on a, par contre, sont intéressants. 3 études sur 4 montrent que le volume du bulbe olfactif est plus faible et plus petit dans les gens qui ont la maladie d'Alzheimer comparativement aux personnes qui vieillissent normalement. Puis il y a une étude qui ont inclus un groupe de TCL, puis il y avait une différence significative avec les participants contrôle. Donc on pourrait se dire que l'atteinte semble déjà être présente au stade TCL. Si on regarde au niveau du cortex olfactif primaire, même chose, on n'a pas beaucoup d'études qui se sont concentrées sur ce sujet-là. Puis ça s'explique aussi par le fait que vous avez vu, le cortex olfactif, c'est plusieurs structures qu'ensemble, ils traitent l'odorat. Puis, il y a peu d'études qui ont mesuré le volume de chacune de ces structures-là pour les mettre ensemble pour avoir un volume total. Il fallait vraiment que ce soit leur but pour le faire, puis ça n'a pas été souvent fait. Mais pour les résultats qu'on a aussi, c'est encore une fois intéressant. Il y a une réduction du volume du cortex olfactif primaire comparativement aux gens en vieillissement normal. Puis, pour 2 études qui ont utilisé les groupes TCL, il y avait une différence aussi avec les participants contrôle. Donc, l'atteinte semble aussi être présente dès le stade TCL. Donc, si on interprète les résultats, ça nous montre que le déclin dans la tâche d'identification olfactive, ça pourrait être expliqué par effectivement la mémoire. On sait, Marianne a parlé tantôt des atrophies au niveau de l'hippocampe, ça arrive très tôt dans la maladie d'Alzheimer. Donc, ça pourrait expliquer effectivement ce déclin-là. Mais là, on vient de voir que le cortex olfactif primaire puis le bulbe olfactif, eux aussi, semblent réduire dans le décours de la maladie d'Alzheimer. Donc, ça pourrait être le déclin dans la tâche d'identification d'une odeur, ça pourrait être expliqué, ça pourrait être un marqueur, en fond, dans le déclin mémoriel, mais aussi du traitement primaire de l'odorat. Donc, ce que ma revue vous montre, là, premièrement, c'est qu'il y a peu d'études qui s'intéressent aux structures liées au traitement de l'odorat dans la maladie d'Alzheimer. C'est d'ailleurs pourquoi ça va être ça mon sujet de thèse, donc on va en avoir un peu plus bientôt. Ensuite, au niveau, on a vu que au niveau des structures neuroanatomiques qui traitent l'odorat, ça semble être atteint dès le stade de troubles cognitifs légers. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'études pour l'affirmer haut et fort, mais ceux qui l'ont évalué à date, c'est ce qu'ils ont vu. Puis je pense que mon étude montre surtout que de mesurer le volume de structures, ça peut être l'hippocampe, mais ça peut être aussi des structures liées au traitement de l'odorat, ça peut spécifier davantage le diagnostic précoce de la maladie en ajoutant d'autres indices qu'on a déjà. Donc, un jour, on va avoir un bon dépistage précoce, puis on va pouvoir prévenir peut-être certains cas ou en tout cas améliorer leur sort. Donc, j'ai déjà fini. Je voudrais remercier mon équipe, spécialement Jonas et Benjamin. Puis, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Benoît pour cette présentation très claire. Donc, en plus, tu as fini bien à temps, c'est bien. Donc, nous avons maintenant quelques minutes pour des questions. Donc, je vois une question de Florian qui demande, dans le contexte actuel de la COVID-19 et de son impact sur l'olfaction pour les personnes affectées, comment ce fait pourrait-il être utilisé pour valider et confirmer votre modèle? OK. C'est sûr que il n'y a pas juste la COVID qui influence l'odorat. Toutes les grippes ou même il y a des infections sinus, ça peut c'est ce qui peut créer des anosmies ou des hyposmies, donc des troubles de l'odorat. Donc, de la manière ça pourrait influencer ma thèse, c'est certain que les participants qui vont être affectés par la COVID, puis là, on l'a vu que ça atteint fortement l'odorat, bien,
S'ils ont une hyposmie, c'est sûr qu'ils ne vont pas être inclus dans mes études. Donc, ce qu'on fait toujours, si par exemple je veux mesurer des images IRM, avant, il faudrait mesurer l'odorat avec les statistiques de nos participants pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'anosmie pré-scan, c'est sûr. Donc, ce serait l'idéal. Mais ça fait toujours partie de nos critères d'exclusion de ne pas avoir de troubles olfactifs, peu importe la cause. Ça peut être traumatisme crânien, ça peut être des infections sinus, des infections post-virales, etc. Merci pour cette question. Moi, j'ai une petite question. Tu sais probablement, mais l'anosmie est aussi un symptôme précoce dans les signes clinopathiques tels que la maladie de Parkinson. Est-ce que dans ton modèle, tu conceptualises alors ce déficit olfactif comme étant une porte d'entrée commune aux maladies neurodégénératives en général, pas seulement à la maladie d'Alzheimer et apparentée? Comment est-ce que tu vois cette relation? Bien, effectivement, dans le Parkinson, dans l'Alzheimer, même dans la démence à corps de Lewy, je pense que ça sort de plus en plus. C'est justement, comme je disais, l'odorat, toutes les structures dans le système limbique, c'est souvent là qu'il y a des atteintes. Puis, comme je disais, la tâche d'identification olfactive, il y a des parts qui sont cognitives. Fait que je pense que oui, dans le vieillissement normal, on voit que déjà même il y a une perte olfactive, mais quand il y a dans un cas de démence, c'est un bon marqueur. Encore une fois, je pense qu'un peu comme j'expliquais au début, ça manque un peu de spécificité, mais c'est très sensible. Puis, donc, il faut continuer les études. Puis d'ailleurs, notre labo, on a vu que dans le Parkinson, il y a l'odorat qui est atteinte, mais le système triginal, il est intact. La sensibilité triginale, c'est quand on perçoit de la fraîcheur ou de la chaleur dans nos odeurs. Par exemple, quand on sent de la menthe, on a la sensation de fraîcheur. Ce système-là, il est intact dans la maladie de Parkinson, mais habituellement, quand on a un trouble de l'odorat, ça décline ça aussi. Donc, on voit que dans le Parkinson, en tout cas, le trouble olfactif semble vraiment spécifique. Donc, il faut pousser puis essayer de voir si on peut trouver le même genre de résultat dans la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences. OK. Merci, Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Benoît? Non, sinon, alors, on te remercie, puis on te souhaite bonne chance dans ton projet. Bonne continuation. Génial, alors, on va passer maintenant au Blitz suivant, qui sera présenté par Christina Skotos, du laboratoire de Julie Messier. Est-ce que Christina, tu es là? OK. Et sa présentation s'intitule Interaction between attention and proprioceptive demands of postural control in cervical dystonia. Christina, la parole est à toi. Merci, bonjour. Je vais vous présenter mon projet sur l'interaction entre la proprioception et l'attention dans la dystonie cervicale. Premièrement, la dystonie cervicale. La dystonie cervicale est une maladie neurologique qui attaque plusieurs structures cérébrales, prioritairement les ganglions de base. C'est un trouble du mouvement qui se caractérise sur le plan clinique par des contractions musculaires douloureuses situées au niveau du cou et qui sont involontaires et soutenues ou intermittentes. Plus récemment, plusieurs études menées en laboratoire démontrent qu'il y a aussi une variété de troubles sensorimoteurs, dont un important déficit dans la proprioception. Dans notre cadre de recherche, la proprioception est définie comme le sens de la position et du mouvement des segments du corps les uns par rapport aux autres, sans vision. De plus, on connaît déjà que la proprioception joue un rôle primordial dans le contrôle postural et que le contrôle postural est associé à un coût attentionnel. Par contre, nous savons depuis seulement récemment que le traitement des informations proprioceptives a également un coût attentionnel qui nous amène à nos deux questions de recherche. Premièrement, est-ce que le maintien de la stabilité posturale entraîne une demande attentionnelle accrue dans la dystonie cervicale? Et est-ce que cette demande attentionnelle est plus élevée lorsque la demande proprioceptive est plus grande? Pour répondre à nos deux questions de recherche, on va comparer des adultes sains et des adultes atteints de la dystonie cervicale.
en utilisant un protocole de double tâche. La première tâche, c'est une tâche d'inclinaison maximale vers l'avant, en arrière, à gauche et à droite sur une plateforme de force qui va nous permettre d'évaluer les centres de pression pour obtenir des données dans les axes médiaux, latéral et antéro-postérieurs des déplacements postérieurs de chacun des individus, ainsi que de faire une tâche de soustraction. Les tâches vont se faire seules et simultanées dans des conditions avec les yeux fermés et ouverts où une demande proprioceptive va être plus importante. Comme résultat, on prévoit que de façon générale, que les personnes atteintes de la dystonie cervicale auront une plus grande difficulté à effectuer la tâche d'inclinaison avec les yeux fermés car il y aura une plus grande demande des ressources proprioceptives. De plus, une détérioration plus élevée lorsque la tâche va se faire avec les yeux fermés et avec la tâche de soustraction car il y aura deux tâches à se faire et les ressources attentionnelles vont être dédiées à chacune des tâches. On prévoit par contre que les sujets atteints de la dystonie cervicale vont allouer plus de ressources attentionnelles envers la tâche posturale et en conséquence, on prévoit avoir un déclin des réponses réussies dans la tâche cognitive et de plus lorsque la demande proprioceptive est plus grande. En conclusion, les résultats de l'étude permettront de mieux comprendre l'interaction entre la proprioception et l'attention dans le contrôle postural dynamique dans la dystonie cervicale. De plus, ceci permettra de mieux prédire les risques de chute ainsi que développer des interactions pour préserver et améliorer la stabilité et la qualité de vie des personnes atteintes de la dystonie cervicale. Merci pour votre attention. Merci Christina pour cette présentation. Donc, nous avons le temps pour une ou deux questions pour Christina. Donc, j'en ai une. Donc, c'est Pierre Rainville ici. Merci Christina pour cette présentation. Dans la dystonie, il y a évidemment aussi des symptômes douloureux donc importants. Est-ce qu'il y a un lien, une association entre l'importance de la douleur, des symptômes douloureux et, par exemple, la demande? Est-ce que vous prévoyez qu'il y a un lien entre cette demande-là et la performance à la tâche, en particulier dans le contexte de la double tâche? Oui, en effet. Par contre, le traitement primaire de la dystonie cervicale, c'est les injections botuliques qui permettent de réduire la tension musculaire au niveau du cou. Donc, on prévoit que la plupart des patients ne vont pas avoir de la peine, de la douleur pendant l'effectuation de la tâche. Mais par contre, ça peut toujours jouer un rôle. OK. Puis ils reçoivent essentiellement des traitements périphériques ou ils ont aussi des analgésiques qui agissent au niveau du système nerveux central? Elles sont vraiment localisées au niveau du cou, leur injection. OK. Merci. De rien. Merci pour ces questions. Nous avons une question de Alex Anganou qui est tapée par écrit, donc, qui demande avez-vous pris en compte si la dystonie était du côté droit ou du côté gauche? Non. On prend toutes les formes. Il existe plusieurs phénotypes de la dystonie. On va prendre celui qui est isolé. Puis pour faire l'inclinaison posturale, on pense qu'il ne va pas avoir un gros effet si la dystonie se trouve à gauche ou à droite. Par contre, dans des études supérieures, on prévoit aussi faire une tâche de rotation de la tête pour voir justement s'il y aura aussi une influence globale sur la posture. OK, merci pour la réponse et pour la question. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation suivante. Merci beaucoup, Christina. Merci. Et bonne chance pour la suite du projet. Alors, la dernière présentation aujourd'hui sera faite par Marie-Julie Vermette, du même laboratoire, en fait, Julie Messier, qui va nous présenter sur l'interaction between proprioceptive and attention demands for dynamic postural control in sedentary seniors. Marie-Julie, c'est à ton tour. Super, merci. Alors, bonjour. Today I will be presenting some novel findings on the interaction between proprioception and the attentional demands for dynamic postural control in sedentary seniors.
So as you may know, proprioception is the perception of our body movements and positions in the absence of vision, and it is crucial to maintaining balance during our activities of daily living. Unfortunately, as we age, proprioceptive sensitivity declines while the attentional demand associated with postural control increases. Our aim was therefore to investigate the interaction between proprioception and attention in the postural control of seniors, as age-related changes to both these aspects have been associated with greater fall risk. In order to understand this interaction, we developed an innovative protocol in which young and older sedentary participants performed 2 tasks. A postural stability limit task, which you see on the left, in which they were asked to maximally lean in 4 directions while standing on a forced platform, and a secondary attentional task, in which participants were asked to subtract 3 from a randomized list of 2-digit numbers. These tasks were performed both separately and simultaneously, and in order to challenge proprioceptive processing and the attentional demands of postural control, the postural task was performed with eyes open, eyes closed, and with and without a secondary attentional task. So here we focused our analysis on the functional limits of stability, which was calculated from the maximum center of pressure displacement under the feet during the leaning movement. In this graph, we show on the next page here in our results, we show that the limits of stability in the 4 experimental conditions. Our first main finding was that older adults showed smaller limits of stability compared to older adults across all conditions. Second, both groups demonstrated a significant decrease in their limits of stability when vision was removed, which you see at the bottom. Although removing vision had a significant impact, adding the attentional task did not appear to impact the limits of either. We now look at the attentional task and the performance in the attentional task. Young adults conserved their performance, whether they were sitting or standing, across the conditions, whereas older adults demonstrated a striking contrast and diminished their performance or reduced their performance when simultaneously performing the stability limit task. This systematic decrease was seen across all conditions, and it was pronounced in the absence of vision where proprioceptive processing was higher. This suggests that increasing the demand for proprioceptive processing increases the attentional cost of performing the cognitive task. Together, our results suggest a potential interaction between proprioception and attention in the postural control of seniors. Thank you. Merci Marie-Julie pour cette présentation. Donc, on a le temps pour 1 ou 2 questions de nouveau. Alors, Jason Neva. Bonjour Jason. Bonjour à tous. Merci Julie pour ta présentation. Je vais poser ma question en anglais. Very interesting presentation. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, perfect. Sorry. No problem. What would be your explanation? I found it really interesting that the attention task did not further, decrease people's balanced responses. What are your thoughts on those results? And did you expect that the additional attention task would further decrease people's limits of stability? So we hypothesized that there would be an impact on by adding the attentional task, simply because of the fact that more attentional resources must be used, right, in order to perform well in the attentional cognitive task. What you see here is it didn't really change with the addition of the subtraction task, and what we believe is happening is that the subjects are using various mechanisms in order to compensate. So some of these mechanisms could include automation, which has been seen in other studies, in which they automize the postural task in order to perform well in the cognitive task.
And another strategy that the older adults might have been using equally is a ankle stiffening strategy, which has been seen in other studies as well. And so what that allowed them to do is kind of protect their balance while being able to perform. But then we see that there is actually an impact because their actual performance decreased when the conditions became more difficult, especially when we removed vision because proprioceptive processing was higher. And in older adults, there's this loss of sensitivity. So they were not able to compete with or perform as well as the younger subjects. Very interesting. Thank you. Merci pour cette question. Et puis, on va terminer avec la question de Alex Anganou. Vas-y, Alex. Oui, bonjour. Bonjour. Great presentation. Thank you very much. I was wondering about the attentional task. Does this mean that participants were counting or were making any calculations in their... what does this attentional task include? Okay, so to just go into a bit more details on the subtraction task, it was actually, it was not counting, it was subtraction. There was a list of predetermined numbers and it was an automized voice system that would tell them the numbers. The reason we used that is because we didn't want them to slow down their pace, or we didn't want that to be, we wanted it to be really continuous sequence. So they were subtracting, you were hearing the answers. They were Yes. subtracting loudly, yeah? Yes. Okay, nice approach. Okay, thanks. You're welcome. OK, ben merci beaucoup Marie-Julie pour cette présentation et bonne chance pour la suite de ton projet. Merci. Ceci clôture donc notre journée de présentation, enfin, notre session de présentation dans le cadre des journées scientifiques CRIGEM-CAREC virtuelles. Je vous remercie à tous. Je remercie tous les présentateurs d'avoir montré leurs résultats aujourd'hui. Je pense que c'est très bien passé. C'était très intéressant avec une variété de sujets couverts. Mais je remercie également tous les spectateurs et les personnes et les autres, tous ceux qui ont posé des questions, qui ont participé activement à cette journée. Et je donne rendez-vous alors demain, c'est ça? Demain à la même heure pour la prochaine séance. Donc, bon, habituellement, c'était chaque semaine, mais c'était pour rattraper le retard qu'on a eu avec une annulation de dernière minute lors de la première séance. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une belle après-midi, une belle journée et à bientôt. Au revoir à tous.